menu de ce journal, un peu plus de 16 000 personnes vaccinées dans tout le pays. C'est le bilan de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Burkina Faso. Lancée le 2 juin dernier, elle se déroule sur l'ensemble du territoire national. Au centre médical de la Padoue, on dénombre une cinquantaine de personnes vaccinées par jour. Et toutes sont des personnes âgées ou vivant avec une comorbidité. Le constat dans ce journal. C'est devenu une tradition depuis 18 ans maintenant. Chaque 14 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du donneur de sang, une journée pour féliciter les donneurs volontaires pour leurs gestes salvateurs, mais aussi sensibiliser l'opinion sur la nécessité de don de sang. Le Burkina Faso est dans cette dynamique, mais ce liquide manque encore et encore dans les hôpitaux. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS fait face à d'énormes difficultés pour approvisionner les hôpitaux. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ce manque d'engouement? Ça sera le zoom de ce journal avec Benjamin Kwame. Et puis, à Bobo-Dioulasso, le SINATEB, section Haut-Bassin, a manifesté ce lundi une marche pour réclamer des sanctions pour tous les coupables du drame des Dandé, sans oublier les revendications d'ordre professionnel. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. Elle a été lancée le 2 juin dernier au Burkina. La campagne de vaccination contre la COVID-19 bat son plein. 12 jours après les premières injections, on compte aujourd'hui un peu plus de 16 000 personnes vaccinées. Nos équipes sont allées sur le terrain ce lundi pour voir comment les choses se déroulent. Direction le centre urbain médical de la Padoue où environ 50 personnes sont vaccinées par jour. Luc Pabelgem. Au centre médical urbain du secteur 52 de la Padoue à Ouagadougou, des personnes en attente de leur dose et d'autres respectant les 15 minutes d'observation conseillées après la piqûre. C'est le quotidien de ces agents de santé depuis le lancement de la vaccination contre la COVID-19 au Burkina Faso le 2 juin. Ce 14 juin, soit 12 jours après, des personnes cibles, c'est-à-dire celles qui sont autorisées à se faire vacciner, viennent se faire administrer leur première dose. On a une opportunité, une occasion de nous faire vacciner. Un vaccin, c'est toujours bien pour prévenir certaines maladies. Et comme nous savons que le virus circule toujours et qu'à tout moment nous pouvons le contracter la maladie, nous avons estimé que c'était bien que nous venions nous faire vacciner, pour nous protéger et également protéger ceux que nous aimons. J'hésitais, c'est mon patron qui m'a encouragé. Sinon, moi, j'ai dit non, ici, nous, on n'a pas ce problème. J'avais refusé. Il m'a dit non, que forcément, qu'il faut me faire vacciner, qu'il n'y a pas de problème, que c'est bon, que c'est mieux comme ça, que d'être à jour. Je dis ok. Comme c'est une affaire mondiale, je dis ok, ça marche. Nous aussi, bon, on est venu faire, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Nous croyons que, d'ailleurs, le vaccin est venu avec un retard, parce que nous attendions cette opportunité depuis longtemps. Pour nous, c'est une maladie qui circule. Il faut se faire vacciner pour l'arrêter. À ce centre urbain, la vaccination contre la COVID-19 se fait de 7h à 12h du lundi au vendredi. Parmi les candidats au vaccin anti-Covid, on trouve des sceptiques, mais aussi des convaincus de l'utilité du vaccin. Avant, j'avais des appréhensions, mais une fois sur place, le doute est tombé parce que je suis venu voir des personnes engagées également pour se faire vacciner. L'attente n'a pas été trop longue, je n'ai pas senti de douleur. Dans l'intervalle des 15 minutes qu'ils nous ont donné, je n'ai pas senti de malaise. Et donc, je dirais que jusque-là, tout va bien et on espère que ce sera ainsi, ad vitam. Les personnes éligibles au vaccin anti-Covid sont les personnes âgées, les personnes vivant avec une comorbidité et les candidats au pèlerinage. Sinon, ça va. Il y a une franche participation. Voilà. Et généralement, les consignes sont simples. Voilà. Et on n'a pas besoin de beaucoup de documents pour ça. Et généralement, ceux qui viennent sont déjà informés, ce qui fait que ça nous facilite la tâche. Voilà. Donc, généralement, après le vaccin, on préconise que les intéressés se patientent 15 minutes avant de rentrer chez eux, et avec toutes les dispositions nécessaires. Il y a des rumeurs qui circulaient qu'après le vaccin, il faut imposer un téléphone, ça va se coller. Je pense que dès les premières heures, on a vu ça ici. Il y a des éléments qui sont venus, qui se sont fait vacciner et qui ont essayé d'appliquer pour voir si c'était réel. Mais je pense qu'il n'y a rien de tout cela, sans quoi vous allez être informé qu'effectivement c'était effectif. Voilà. Sinon, nous vaccinons permanemment, que ce soit les autorités, les personnes cibles. Je pense que pour l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, pour l'heure, il n'y a pas de souci. Et notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de souci, effectivement.
C'est au centre médical urbain de la Patte d'Oie qu'a été lancée officiellement la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Burkina Faso. Depuis le lancement, le centre a enregistré plus de 600 vaccinés et plus de 16 000 personnes ont reçu leur première dose sur le plan national, nous confie le personnel de santé. C'est un peu plus de 50 personnes par jour qui ont été enregistrées à la Patte d'Oie et 115 200 doses d'AstraZeneca ont été reçues au Burkina Faso dans le cadre de ce vaccin, une vaccination qui est gratuite. Et l'impact de la COVID-19, vous le savez, n'est pas que sanitaire, il est aussi économique. Quelle est la situation au Burkina Faso? C'est le sujet de la chronique éco de ce journal. Eh bien, comme partout dans le monde, les entreprises burkinabées ont beaucoup souffert de la COVID-19. Plusieurs d'entre elles ont vu leur chiffre d'affaires affecté par la pandémie. Le gouvernement avait annoncé une enveloppe de 100 milliards de francs CFA pour atténuer l'effet du coronavirus sur les entreprises. Une année après, seulement 10 milliards de francs CFA ont été décaissés. Quelles sont les entreprises bénéficiaires et surtout, qu'est-ce qui explique cette défaillance du fonds de relance COVID-19? Élément de réponse, Arsène Konitamde. Prévu pour être un fonds d'urgence permettant aux entreprises de faire face aux effets de la COVID-19, le fonds de relance COVID-19 semble devenu un fonds d'épargne, tant les décaissements sont lents. Le mécanisme a connu un retard à l'allumage, dû à quelques difficultés techniques. En 2020, il n'y a pas eu un seul décaissement. Les premiers déblocages ont débuté à partir de mars 2021. Et jusque-là, seulement 10 milliards de francs CFA ont été décaissés sur 100 milliards prévus. Bon, il fallait déjà que l'argent soit disponible. Et une fois que l'argent est disponible, il faut voir un peu quels sont les processus qu'on met en œuvre pour cibler les entreprises éligibles. Donc je pense que tout ça, ça a pris du temps. Pour certaines entreprises qui étaient dans la restauration, la difficulté, par exemple, c'était de monter déjà le dossier de demande de financement. Et les pièces qu'on demandait, ce n'était pas évident pour toutes les entreprises en cette période de Covid. Donc je pense que c'était la principale difficulté. Cette dotation de l'exécutif burkinabé était censée résoudre des problèmes de trésorerie que rencontrent les entreprises locales. Mais à regarder de plus près, l'argent décaissé jusque-là a essentiellement servi à l'investissement plutôt qu'à la trésorerie. La part dédiée aux investissements est de 8 milliards de francs CFA, soit près de 80% des montants alloués. Bon, on a cru que ça allait être le contraire. C'est-à-dire que comme les entreprises étaient en difficulté, on se disait qu'ils avaient des difficultés pour tourner, ils ont besoin d'argent, tu vois, pour commander, payer les fournisseurs pour pouvoir continuer à tourner. Mais là, on voit que sur cette première liste de bénéficiaires, une bonne partie du financement va aux investisseurs. Ça veut dire que les entreprises sont un peu dans des dispositions de relance. C'est-à-dire la Covid va être peut-être une opportunité pour une partie de ces entreprises-là de faire de nouveaux investissements productifs qui vont créer de la valeur. Dans cette affaire, ce sont les grandes entreprises qui se taillent la part du lion. Sur 16 entreprises passées à la caisse, les grandes entreprises empochent 90% des financements au détriment des PME-PMI. Bon, par définition, les grandes entreprises sont très bien structurées. Donc, je pense qu'eux aussi qui ont besoin de beaucoup de financement parce qu'ils sont dans des secteurs, j'allais dire, qui brassent beaucoup d'argent. Donc, ça peut expliquer pourquoi ils prennent 10 000, comme on appelle ça, ils aient pris une bonne partie du financement. Mais ce n'est pas exclu que dans la deuxième fournée, par exemple, que ça s'équilibre. Mais tout dépend de qui a déposé. Selon l'APBF, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso, des dossiers sont actuellement en cours de traitement. Dans les semaines à venir, un décaissement d'environ 9 milliards de francs CFA devrait avoir lieu au profit de certaines entreprises. Ce 14 juin marque la journée mondiale du donneur de sang. Au Burkina, le CNTS estime qu'il faut au moins 200 000 donneurs
pour satisfaire la demande nationale. On est encore très loin du compte. Conséquence, le Centre national de transfusion sanguine éprouve d'énormes difficultés pour approvisionner les hôpitaux. Le point de la situation, dossier signé Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, chaque jour dans les hôpitaux, il y a un besoin de produits sanguins en gynécologie, en intervention chirurgicale ou encore dû aux accidents de la voie publique. Il y a aussi les polytransfusions chez les dialysés et les patients atteints de cancer chez qui il faut souvent transfuser avant et après chaque cure de chimiothérapie. Le besoin devient plus grand en cette période hivernale. Sans ce liquide rouge, le corps de l'homme ne fonctionnera plus. Sam Faisal connaît donc son importance, c'est pourquoi il est venu donner son sang ce 14 juin. Chaque année, donc disons chaque 3 mois, je viens régulièrement pour le don de sang. Et c'était le 10 que je devrais venir, mais j'ai préféré attendre le 14, la journée mondiale, pour venir. Le don de sang est vraiment important, surtout en ces périodes de saison pluvieuse qui s'amènent avec le palu. Donc je crois que la demande sera forte. La demande sera forte, mais pas que pour cette période seulement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faut au minimum qu'1 à 3% de cette population soit donneur de sang. Au Burkina Faso, concrètement, il faut au moins 200 000 donneurs de sang par an. Si nous prenons l'exemple du Burkina Faso, où on est plus de 20 millions d'habitants, et considérant la borne inférieure, il faut absolument qu'un minimum de 200 000 personnes soient donneurs de sang par an. Sur les 4 dernières années, le CNTS peine à avoir 100 000 poches. Les poches que nous collectons tournent autour de 80 000 à 100 000 poches. Donc vous voyez que, considérant même la borne inférieure, nous ne sommes même pas à 50% de cette borne inférieure. Le chemin reste donc long pour combler ce gap. À cela s'ajoutent les difficultés financières de l'institution. Aucun partenaire financier. Qu'à cela ne tienne, le peu de sang recueilli respecte les normes de collecte et il est gratuit pour tous les patients. Après avoir recueilli le sang, alors on passe par des qualifications. On parle de qualifications, il faut chercher à savoir si le sang est pur, la pureté, à travers certains examens, certaines analyses que nous faisons. Voilà, à l'issue de ces analyses, on pourra dire que ce sang est apte à être distribué ou pas. Le sang est gratuit, quel que soit ton rang social. Malgré cette gratuité, il revient fréquemment que des patients soient confrontés à la vente de ces poches de sang, ce qui est anormal. Des cas de dénonciation sont possibles, il faut le savoir dès aujourd'hui. En toute chose, il y a des individus mal intentionnés qui peuvent profiter de la détresse des uns et des autres pour essayer de soutirer des sous par-ci, par-là. Toute personne qui serait victime de vente de produits sanguins peut saisir le Centre national de transfusion sanguine. Toute chose que vous achetez, vous devez avoir droit à un reçu. Donc, si on vous dit que vous devez payer pour avoir un produit sanguin, il faut exiger en retour un reçu. Au besoin, il y a le 78 47 2 x 77 pour le numéro vert. Pour l'heure, le plus urgent pour Alice Kiba, c'est la mobilisation des éventuels donneurs. Il faut plus d'altruisme et toutes les modalités sont établies à cet effet. Le Centre national de transfusion sanguine est présent sur 9 des 13 régions que compte le pays. Vous pouvez donner le sang. Donc, si vous avez 18 ans, si vous avez 50 kilos et plus, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez délibérément vous lever et aller vers un centre de transfusion sanguine pour donner votre sang. En dehors de ça, si vous êtes un individu capable de regrouper plus de 50 personnes, vous pouvez faire appel au Centre national de transfusion sanguine pour organiser la collecte là où vous voulez. On note aussi dans cette campagne certains hôpitaux ou cliniques qui n'ont pas de banque de sang. Si certaines poches sont vendues, cela s'expliquerait par le déplacement des ambulances pour s'en procurer. Une manière de compenser le trajet effectué en numéraire. Sans oublier la transfusion elle-même payante dans ces cliniques, explique Alice Kiba. La sécurité du sang sauve des vies. C'est le thème de cette 18e journée mondiale du donneur de sang. La commémoration officielle ici au Burkina Faso aura lieu le 19 juin 2021 à Gawa.
Dans l'actualité de ce lundi également, cette marche du syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, section au bassin. Les revendications sont d'ordre catégoriel, ce qui est habituel, mais fait important, le SYNATEB a réclamé aussi et surtout des sanctions contre toutes les personnes responsables du drame de Dandé. Dandé où, vous vous en souvenez, l'écroulement d'un bâtiment de classe avait occasionné un mort et plusieurs blessés, tous des élèves. Majid Bakoua. Ils ont répondu à l'appel du SYNATEB, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, section des Hauts-Bassins. À l'occasion, le SYNATEB s'est prononcé sur l'écroulement de l'école d'Andébé dans la région des Hauts-Bassins. Siépalé et ses camarades réclament le châtiment des auteurs de réalisation de l'infrastructure et le dédommagement des victimes. Nous demandons donc que, en fait, donc, les gens qui sont victimes donc, dans cette affaire-là, qui ont connu en fait, donc, des blessés, et même donc, les gens qui sont morts, vous le savez, il y a eu mort d'enfants, et des enfants qui étaient en composition. En fait, donc, nous demandons que en fait, donc, ces parents-là soient dédommagés. Partis de la Bourse du Travail, les marcheurs ont convergé en direction du gouvernorat des Hauts-Bassins pour remettre leur mémorandum destiné au ministre en charge de l'Éducation nationale. Le document remis au secrétaire général du gouvernorat comprend 7 points notamment l'organisation sans délai et sans condition de l'examen de reclassement dans la catégorie A3, l'organisation des conférences pédagogiques et des sessions de formation. Des agents ont été bloqués dans leur carrière depuis 2018 et nombreux parmi eux sont frappés par la condition de la limite d'âge exigée par l'examen de reclassement en catégorie A3 quand celui-ci viendrait donc à être ouvert. La preuve est qu'il y a de cela donc 3 ans que les professeurs certifiés d'école, instituteurs certifiés, n'ont pas eu un examen au concours professionnel ou concours professionnel dont droit à la promotion. Pire, lors de la dernière évaluation de la mise en œuvre du protocole d'accord par le comité de suivi, des velléités de contingentement des professeurs d'école à travers donc l'organisation de reclassement dans les catégories A3 ont été constatées. Les protestataires regagnent enfin leur point de départ après plus de 2 heures de marche. Cette marche sonne comme un avertissement au ministère en charge de l'Éducation nationale, selon les leaders du SYNATEB, section des Hauts-Bassins. Le phénomène se multiplie, il commence même à devenir banal. Encore un litige foncier, toujours avec les mêmes protagonistes, habitants d'une zone, promoteurs immobiliers et propriétaires terriens. Cette fois, l'affaire se déroule à Calcin, la commune rurale de Saba, où les résidents d'une zone à habitation spontanée s'opposent à leur déguerpissement. Ils entendent résister par tous les moyens à cette opération commanditée par la Sonature. Plus d'explications, Abdelaziz Ossari. Ce sont des habitants de Calcin qui n'ont plus le sommeil tranquille depuis qu'ils ont été sommés de quitter leur zone d'habitation. La raison est que la zone non lotie où ils se sont installés appartiendrait à la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Ce 13 juin, ils sont de nouveau mobilisés pour dire non à cette tentative de déguerpissement. On est vraiment dépassé du silence des autorités. Voilà, donc notre problème là, c'est ça qui n'est pas fini et nous tenons tête aussi à ce qu'il y ait résolution. Parce qu'on n'est jamais prêt à laisser cette terre-là suite à une parole verbale comme ça. Selon ces populations, il n'y avait pourtant aucun problème lorsqu'elles achetaient ces terres avec les propriétaires terriens. Elles ne comprennent donc pas pourquoi c'est maintenant que la Sonature se réclame propriétaire de cette zone. Que la Sonature, les responsables de la Sonature viennent, la mairie vient, ceux-là qui étaient témoins de la signature de cette preuve que notre zone les appartient, qu'ils viennent aussi. Et puis bon, on va en débattre. Nous les résidents, il faudrait qu'on comprenne certaines choses. À en croire les populations du Calcin, c'est sur ce terrain vide que la Sonature et la mairie de la commune rurale de Saba souhaitent les recaser. Une zone où elles refusent catégoriquement d'y aller.
Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, on peut dégarpir quelqu'un envoyé dans une brousse sans un suivi minimal? Le suivi minimal, c'est quoi? Il faudrait d'abord qu'il y ait les conditions de vie. Il faudrait d'abord qu'il y ait des infrastructures sociales de base. Il faudrait que les voies soient dégagées. Et évidemment, la mesure d'accompagnement, parce que c'est des investissements de 25 ans, de 20 ans, de 15 ans qu'on a fait ici. Il y a des résidents ici qui sont toujours jusqu'à présent sous prêt. Bon, on va venir te dire de partir. Tu vas partir faire quoi? En brousse? Dire quoi aux oiseaux? Déterminés à ne pas se laisser faire, les habitants de Calcin promettent même d'amener l'affaire en justice s'il le faut. Je pense bien que la justice est là aussi pour ça. Nous ne sommes plus au régime dictatorial. On ne peut plus dégarpir quelqu'un de force. C'est un consensus. Lui-même, le maire a dit que personne ne bouge sans un consensus au préalable. Si on ne s'entend pas sur un point, on reste jusqu'à trouver la solution. Donc je ne pense même pas que cette idée peut le traverser la tête. C'est suite à un recensement que cette décision de déguerpissement aurait été prise par la SONATUR. Un recensement qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, selon les populations de Calcin. Dans un tout autre registre, l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, vient de lancer la phase 2 de l'initiative RISE, un programme qui vise à soutenir les populations de la région du Sahel en situation d'extrême pauvreté. Il est mis en œuvre dans les régions du centre, du nord, du Sahel et de l'Est. Et il va coûter au moins 110 milliards de francs CFA. Roméo Koeta pour le compte rendu. L'initiative pour le renforcement de la résilience au Sahel, RISE, est un programme conçu par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID en réponse aux graves sécheresses qui ont frappé le Sahel entre 2011 et 2012. La première phase du projet, débutée à partir de 2013 jusqu'en 2018, a permis de secourir près de 8,5 millions de personnes au Burkina Faso et au Niger. À partir de 2016, la crise sécuritaire et humanitaire a augmenté de manière considérable le nombre de ménages vulnérables. La deuxième phase du programme, lancée ce 10 juin, vise donc à consolider les acquis de la première, tout en soutenant le maximum de personnes en situation de précarité dans la zone sahélienne. Nous sommes très fiers de ce partenariat que nous avons, des résultats de première partie, de la première phase de RISE et donc nous sommes, comme j'ai dit, ravis d'être ici aujourd'hui pour ce lancement officiel. Cette seconde phase, dont les activités ont débuté en 2018, se poursuivra jusqu'en 2022. Concrètement, il s'agira d'améliorer l'accès à l'eau potable et aux ressources naturelles, de renforcer le système de santé communautaire et de renforcer l'autonomie financière des femmes et des jeunes. L'ensemble de ces actions sont encadrées par le gouvernement burkinabé qui pense que ce programme correspond aux besoins actuels du pays. Et tout programme qui vient au Burkina Faso se fait de façon participative. Donc ce programme s'insère dans le programme du chef de l'État. Et ça va permettre effectivement à ce que ces trois régions, qui sont des régions fragiles, que nous puissions inverser la tendance afin que nous puissions permettre à ces communautés de vivre décemment, de pouvoir améliorer leur sécurité alimentaire et vraiment lutter contre la pauvreté. La phase 2 du programme RISE du 5 ans et va coûter près de 110 milliards de francs CFA. Au ministère de l'Eau et de l'Assainissement, on travaille à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Et pour la cause, les responsables de structures et programmes de ce département étaient en séminaire pour une appropriation des projets de réformes engagés dans ce secteur. Surtout Justin Dabiré. Réussir les missions qui lui ont été confiées par le Premier ministre à travers un contrat d'objectifs, un défi que s'est lancé le ministre de l'Eau et de l'Assainissement depuis sa nomination. Un challenge que Hassan Anakro veut réussir avec l'ensemble de ses collaborateurs à qui il présente ici à Bobo Dioulasso le contenu du contrat d'objectifs du Premier ministre ainsi que celui du référentiel national de développement 2021-2025. L'objectif principal de ce séminaire, on peut dire qu'il a été instruit par M. le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, était de permettre aux responsables du programme et aux structures du ministère de pouvoir s'approprier des différentes réformes et projets du programme présidentiel
et du référentiel national de développement 2021-2025. Ça, c'était de façon générale. Et surtout en particulier, de s'approprier le contrat d'objectif qui a été adressé à M. le ministre pour la période. Le contrat d'objectif du Premier ministre au ministre de l'eau et de l'assainissement s'articule autour de 4 domaines d'intervention. C'est d'accroître l'accès à l'eau potable des populations. Les actions concrètes qui sont définies dans ces domaines d'intervention en milieu urbain, il s'agit de faire dans la période 215 000 branchements particuliers. Il s'agit de créer 10 centres de production d'exploitation d'eau, c'est-à-dire 10 stations de traitement de boues de vidange. Il s'agit de réaliser au total 300 000 latrines pour les populations un peu du pauvre dans le domaine de la mobilisation des ressources en eau. Il s'agit de réaliser environ 25 nouveaux barrages et puis de 35 réhabilitations de barrages. Au cours de ce séminaire de 2 jours, les participants vont prendre connaissance du canevas d'évaluation trimestrielle de l'eau et de l'assainissement et définir les stratégies pour une bonne mise en œuvre des réformes et projets du ministère de l'eau et de l'assainissement sur la période 2021-2025. Ils vont également échanger et proposer des pistes de solutions sur des questions d'actualité concernant le fonctionnement de leur département. C'est une initiative par laquelle la société minière Somisa entend assumer sa responsabilité sociale envers les populations impactées par ces activités dans la commune de Boundri. Nous sommes dans la province du Ganzoulgo. Il s'agit de la formation d'une quarantaine de femmes au métier de tissage, une formation sanctionnée par une remise d'attestation plus un kit d'installation. Abdelaziz Assaré. Faire de l'autonomisation financière des femmes du Burkina Faso une réalité, c'est l'un des engagements de la société minière Somisa SA. Et c'est justement dans ce cadre qu'elle a décidé de former ces femmes de la province du Ganzourgou en technique de tissage. Une formation de 3 mois, sanctionnée ici par des remises d'attestation et de kits de tissage de Pagne Faso d'Anfani aux apprenants. Cette formation s'inscrit dans le cadre justement de l'accompagnement de la mine aux femmes impactées par son implantation, pour permettre aux femmes, comme vous le savez, avec l'implantation de la mine, beaucoup ont perdu justement leurs moyens de subsistance. Donc c'est une façon d'accompagner ces femmes-là à essayer de restaurer en fait leurs moyens de subsistance. Au-delà justement des aspects agricoles, on s'est dit que si les femmes sont formées, elles apporteront en tout cas une contribution en tout cas au bien-être familial, et partant justement de toute la localité. À travers des pas de danse, les bénéficiaires remercient leurs bienfaiteurs. La formation n'a pas été facile, disent-elles, mais avec le courage, elles y sont parvenues. Désormais, elles pourront se prendre en charge grâce à ce métier. Mais aujourd'hui, on peut dire avec satisfaction que les femmes ont compris qu'il n'y a rien de tel, il n'y a que la connaissance qui paye. On peut leur donner tout l'argent du monde, comme l'a dit M. Kaboré de ACED. On pourra leur donner tout l'or du monde. Elles en auront toujours besoin. Mais la connaissance, elles vont la garder toute leur vie. Elles pourront faire un transfert de connaissances à d'autres femmes, à leurs coépouses. Et je me dis qu'avec le tissage qu'elles ont appris, elles pourront vraiment participer à l'épanouissement de leur famille et au développement socio-économique de la communauté. Au nombre de 41, elles viennent compléter à 65 le nombre de femmes déjà formées par la société minière Somisa depuis le début de ses activités en 2020. Voilà, cette initiative est une initiative qui est louable parce qu'on a toujours dit qu'il faut apprendre les gens en tout cas à pêcher et de leur donner à chaque fois du poisson. Donc c'est l'occasion pour nous en tout cas de féliciter la société minière Somisa pour cette initiative et à l'ONG ACCED pour la mise en œuvre effective de ce projet. Et saluer aussi en tout cas tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la formation de ces braves dames qui vont en tout cas beaucoup contribuer à la résilience de notre population impactée par les travaux de la société minière Somisa. Maintenant bien outillés, le prochain défi pour ces femmes sera la commercialisation des pagnes qui seront tissées. Somisa SA s'engage à les accompagner dans ce sens. Deux sujets économiques pour terminer maintenant. Nous entamons la dernière ligne droite de ce journal. D'abord, la société Coris Meso Finance qui change de directeur général. Moussa Oudraogo cède son fauteuil à Marcelin Rouamba et bien ce dernier mesure toute l'ampleur de la tâche qui l'attend. Justin Amonto.
Après 4 ans comme directeur du réseau Coris Bank de 2017 à 2021, Marcelin Rouamba est désormais le nouveau directeur général de Coris Mesofinance. Ce 11 juin, il prend officiellement fonction. Le défi à relever, c'est notre vision qui est de véritablement être un acteur de référence dans le financement des petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez aujourd'hui, le tissu économique burkinabé est constitué essentiellement de petites et moyennes entreprises. Donc vous voyez que c'est quand même un défi important et c'est véritablement ce que nous voulons relever aujourd'hui à travers des solutions adaptées, des financements bien étudiés et qui répondent véritablement aux besoins de cette clientèle. Étant directeur du réseau Coris Bank, il a eu la chance de gérer près de 55 agences avec plus de 300 agents. Pour le président sortant Moussa Ouedraogo, le nouveau capitaine de Coris Mesofinance est à féliciter. Message de félicitations à mon successeur, M. Rouamba Yves Marcelin, qui est pétri d'expérience pour avoir dirigé la direction du réseau de Coris Bank et qui saura apporter davantage un souffle nouveau à l'activité de Coris Mesofinance qui aujourd'hui a un bon ancrage dans le paysage financier national. La Mesofinance est cette branche de la finance qui se trouve entre la microfinance et la banque classique. Elle apporte une solution adaptée au financement des acteurs économiques ne pouvant plus bénéficier des critères d'intervention de microfinance ni de l'accompagnement des banques. Elle ambitionne être une solution pour les PME. Et pour fermer ce journal, l'Agence des crédits pour l'entreprise privée, l'ACEP, poursuit sa politique de maillage du territoire national. L'objectif, être de plus en plus proche de ses clients. Eh bien, elle vient d'inaugurer sa succursale de Waïgouya. Sandrine Zougouri était son compte rendu. Une coupure de ruban qui viendra changer le quotidien des populations de Waïgouya en termes de développement économique. Avec ce bâtiment flambant neuf de la CEP, l'agence de crédit pour l'entreprise privée, c'est le tissu économique qui est en marche. Dans un contexte sécuritaire difficile, Waïgouya pourra revivre à travers cette agence. ACEP vient à Waïgouya malgré le contexte sécuritaire assez difficile pour se présenter comme une solution de plus aux problématiques de financement de nos vaillants entrepreneurs. De 2012 à aujourd'hui, ACEP Burkina a injecté plus de 160 milliards dans l'économie burkinabé au bénéfice de plus de 25 000 entrepreneurs. Et cette année, nous avons une enveloppe de 50 milliards à distribuer à nos entrepreneurs et plus de 25 000 entrepreneurs ont bénéficié des crédits d'ACEP. Les difficultés sont souvent liées à soit des problèmes qu'ils ont rencontrés avec les activités, comme la crise Covid que nous subissons toujours, mais il y a toujours des mauvais payeurs. Voilà, il y a ces personnes qui pensent effectivement que l'argent, c'est l'argent du blanc et par conséquent, ne doit pas être remboursé. Donc je profite de votre antenne pour lancer un appel à l'endroit de ces mauvais payeurs pour leur dire qu'un crédit doit être remboursé pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Cette offre de microfinance appelle à une synergie d'action car elle participe à la promotion et au développement des microcrédits. Une agence de microfinance dans la ville de Waïgouya, dans la région du Nord, va contribuer à pouvoir accompagner donc, le développement économique de notre région, va accompagner nos opérateurs économiques dans leur effort donc, de développer leur activité. Qui parle de finances doit également assurer la sécurisation des ressources. Nous partons déjà vers nos clients. Nous avons un personnel qui est dynamique, qui est disposé à accompagner nos promoteurs. Et vous voyez que le local qui est fait ici aujourd'hui, c'est un local de référence. Et tout bien qui sera déposé à notre niveau sera réellement en sécurité. Et tout ce qui est dépôt à terme, dépôt à vue, nous avons une grande expérience, plus de 10 ans. Donc en termes de sécurité, que ce soit les moyens financiers, ça sera sécurisé.
L'ouverture de l'agence de Waiguia porte à 9 le nombre d'agences de l'ACEP dans les 4 provinces du Burkina Faso où elle est implantée. Une cérémonie au cours de laquelle les populations n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude envers la direction de l'agence. L'ACEP a pour mission d'accompagner les TPE, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises dans les zones urbaines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité. Renouvelez rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Bonsoir. Au revoir.